Bonjour et bienvenue déjà pour ce 97e, 97e off du vendredi midi, un vendredi sur deux. Merci de nous rejoindre en live ou en différé. La thématique d'aujourd'hui, une thématique assez high level, stratégique, hein. Vous nous connaissez, parfois on est sur les outils, sur les méthodes. Là, on est encore un étage au-dessus. Aujourd'hui, on va parler de ce qui fait vibrer le cœur des entreprises, hein, le cœur de l'entreprise, c'est la gouvernance, avec le titre Votre roadmap pour une gouvernance d'entreprise réussie. On va voir différentes choses. On va se poser la question de gestion, gouvernance, quelle différence, quel rôle pour les dirigeants, les conseils, les équipes, et puis surtout, comment mettre en place une gouvernance performante, durable, humaine. Pour ça, on a la chance d'être accompagné par deux personnes, Cédric, que tu vas nous présenter. Tout à fait. Donc, on va découvrir dans quelques instants, juste après le générique. Et bien, donc, on a Sabine Ayman, qui est vraiment notre experte, qui est la personne qui est la spécialiste vraiment de la gouvernance et de tous les types de gouvernance. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs types en fonction des attentes, des besoins et aussi des profils d'entreprise. Et puis, moi, ce que j'aime bien, enfin, on aime bien aussi chez nous, c'est d'avoir des témoins, des personnes qui ont pu mettre ça en place. C'est-à-dire que au-delà de la théorie, comment ça fonctionne dans la réalité. Et là, on a Yann Jaffré qui va venir. Je vous expliquerai tout de suite pour quelle entreprise il travaille également. Mais je dirais dans son générique. Bonjour, bonjour. Bonjour à vous deux. Bienvenue. Alors, on va commencer par les présentations, hein, même si on se connaît évidemment, mais pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. Sabine, si tu devais te définir en 3 images, ce serait quoi? Hem, la première que j'aime bien, c'est, un baobab, cet arbre, qui a l'air d'avoir des racines, un peu comme ça en haut, donc voilà, j'aime bien cette image-là où on dit, des racines et des ailes, mais les ailes, c'est aussi des racines, voilà, ça j'aime bien le dire de moi. L'autre chose que j'aime bien aussi, c'est mon totem, scout, c'est, colibri, parce que vous voyez, c'est un des petits oiseaux, qui a le cœur qui bat à du 1000 à l'heure, et qui a ses ailes comme ça, et en même temps super coloré. Et le dernier, là aussi, où on rigole beaucoup, c'est le border collie. Parce que je suis quelqu'un qui sait pas partir sans ses vaches, donc peu importe quel type de vache. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire de moi. Merci Sabine. Et même question à toi Yann, si je te présentais en 3 images, ce seraient lesquelles? Alors 3 images, alors moi, ce qui me ferait rêver là, c'est, une belle image, d'un Indien Sioux là dans la plaine, voilà, qui est un peuple de voyageurs, un peuple de, nomades et puis qui vivent avec la nature, avec les bisons, qui voyagent avec eux et ce que j'aime bien, c'est un peuple aussi où ils prennent les décisions ensemble. Voilà, donc je vois cette image, 1re image. La deuxième chose, qui me parle, que j'aime bien, c'est les plages de galets. Voilà, parce qu'on voit une plage de galets, on a l'impression que c'est la même chose partout et puis quand on s'approche, qu'on regarde on voit, plein de petites choses qu'on n'avait pas vues, des couleurs différentes, des formes différentes et moi, quand j'y suis sur une plage de galets, j'aime bien, alors commencer à en mettre dans mes poches puis après je suis obligé de choisir parce que je peux pas partir avec tous et c'est compliqué. Mais on aimerait tous les emporter avec soi, voilà et puis, pour la saison, un beau bouquet de fleurs, voilà, parce que ça fait plaisir en ce moment là de regarder dehors, de voir toutes ces fleurs, c'est magnifique, voilà. Et j'avais envie également te demander, finalement, c'est quoi Agrobio 35? Est-ce que tu peux nous expliquer? Donc, tu es directeur d'Agrobio 35, mais c'est quoi Agrobio 35? Alors c'est un groupement d'agriculteurs, des agriculteurs qui ont choisi, de faire de l'agriculture biologique ou qui sont en passe d'aller vers, de l'agriculture biologique. Voilà, donc c'est un groupement qui est local dans un département en Ille-et-Vilaine, qui est notre territoire d'intervention, mais on appartient à un groupe plus large qui est la FNAB, hein, la Fédération nationale d'agriculture biologique ici,
en France. Et puis, on appartient au niveau européen à un groupe qui s'appelle l'IFOAM Europe, qui regroupe des organisations bio de toute l'Europe. Et également, il existe l'IFOAM International, donc des organisations bio du monde entier. Voilà. Donc, c'est le réseau de la bio, de développement de l'agriculture bio dans le monde. Et puis moi, pour ma partie, dans mon petit territoire, qui est en Bretagne. Voilà. Et ça fait combien d'années que tu fais ça? Alors, je suis arrivé à Agrobio 35, ça va faire bientôt 26 ans. Voilà. Donc, je suis arrivé comme animateur et puis progressivement coordinateur et puis directeur, et aujourd'hui directeur général. Voilà. D'accord, merci. Alors Sabine, moi j'avais une question qui était, mais qu'est-ce qui fait qu'un jour on se réveille un beau matin? Alors évidemment, c'est sans doute pas passé comme ça, hein, mais qu'est-ce qui fait qu'on se dit, moi la gouvernance, c'est ma passion? Et donc qu'est-ce qui fait qu'en fait tu as décidé de t'intéresser à un sujet qui est la gouvernance? Oui, non, tu as raison que je crois pas que c'est arrivé comme ça, même si là c'est marrant, ça me surprend la question et du coup je me dis c'est comme Obélix, je crois que je suis tombée dedans quand j'étais petite. Et donc ouais, c'est une manière un peu sympa de le dire parce que je pense que ça vient de là quand même. J'ai eu la chance de vivre en Afrique. C'est marrant, Yann, que tu aies cette image voilà, de peuple. Voilà, donc de toute ma jeunesse, c'était ça, donc un peu dans mon ADN. Et puis, le border collie, il est quand même aussi à avoir envie de faire les choses avec les gens. Donc, mon début de carrière à la CGR, quand même la première banque étatique de Belgique à l'époque. Ça donne un peu mon âge pour notre audience. Voilà. Et donc, cet écart entre aussi le premier système qui est quand même la famille, parents, grands-parents, si on va encore plus loin, génération avant. Donc voilà. Donc ces défis de vivre dans un système familial en étant en Afrique, donc éloigné. Et puis début de carrière comme licencié en sciences économiques et sciences sociales, c'est vrai que c'est une systémique que j'aimais beaucoup. Et donc voilà. Et donc pendant 6-7 ans, la chance aussi, tout de suite en commençant à la banque, d'être responsable d'un réseau d'agences. Et donc tout de suite en lien avec cette gouvernance, même si voilà, j'avais 26 ans. Et puis tout de suite en responsabilité. Et à un moment, je me suis dit, ah non, ça va pas assez vite. C'est quand même des grosses machines. Après le passage à l'euro et la fusion avec les générales de banque, ça a quand même changé d'énergie. Et donc après, création de ma boîte pour après soutenir des PME dans ces réflexions-là d'organisation systémique pour mieux fonctionner ensemble. Donc c'est ça la passion, c'est à la fois se dire que c'est dans la famille, dans l'entreprise et puis après à n'importe quel moment, puisque même comme chef scout, on prend des décisions tout le temps. Donc si la gouvernance n'est pas bonne, on n'arrive pas à les prendre. Donc voilà ce qui me passionne, parce que je pense que ça peut amener un peu d'harmonie et de paix dans ces enjeux qu'on traverse, peu importe lesquels. Et Voilà. étant un ancien Nakela, je comprends très bien la référence scout. Justement, Sabine, si tu devais donner ta définition du mot gouvernance, ce serait quoi la définition de gouvernance? Si ça vous va, on va mettre le petit slide là parce que c'est devenu un peu un mot valise et donc j'ai pris la peine, c'est vrai, de le mettre parce qu'on peut dire tout et n'importe quoi, gouverner, gouvernance, et donc voilà. Donc j'avais envie de voir stratégie, gouvernance et gestion. On pourrait mettre plein d'autres mots, mais ces trois-là sont quand même sympas parce qu'ils conceptualisent. Et donc voilà, stratégie, c'est plutôt définir une vision, des objectifs à long terme et du coup les grands choix d'orientation. Ensuite, on peut mettre gouvernance qui, elle, clarifie des rôles, active l'intelligence collective et sécurise les décisions. Parce que vous verrez qu'après, on va avoir plein de formes de gouvernance et elles sont toutes parfaites si elles font ce rôle-là. Donc ça, c'est la définition que j'aime bien. Ça aide à clarifier nos casquettes, parce que parfois on a plein de casquettes, peu importe les rôles et responsabilités. Donc on a des casquettes, on a des rôles, on essaye quand même de faire cette intelligence collective et surtout, comme cette gouvernance est claire, elle va sécuriser des décisions. Et du coup, peu importe que je sois dans la décision ou pas, en fait.
Et alors, la gestion, parce qu'aujourd'hui, avec les entreprises libérées, tout ça, c'est chouette, le monde évolue, mais on oublie parfois qu'il y a l'opérationnel, il y a tous les jours le day-to-day. Et donc là, optimaliser la gestion, elle optimalise les ressources, elle organise les activités, elle pilote la performance. Donc c'est vraiment de l'opérationnel, on va dire. Voilà la définition. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que la gouvernance est alors un outil de la stratégie? Alors, ça pourrait, tu vois, c'est exactement ça. Elle est au service de la stratégie, comme la gestion est au service de la stratégie. Et c'est un peu, les trois sont liés. J'ai cherché une métaphore en me disant, tiens, est-ce que si on voulait les relier, ça serait le cap, au fait, où on va. Et puis après, tu sais, quand on dit il n'y a pas de bon vent pour celui où il veut pas aller, c'est un peu ça. Après, si je suis trop accroché à mon cap, je vois pas toutes les opportunités. C'est plutôt là le gouvernail. Je choisis ma route, mais en gros, je peux aller à gauche ou à droite en fonction des événements, mais je garde le cap quand même. C'est pas n'importe quoi. Je suis pas accroché au cap, mais quand même. Et le dernier, les rames, comment on avance tous les jours? Est-ce qu'on change les rames? Est-ce qu'on rame à 2, à 4, à 5? Est-ce qu'on se relaye? Est-ce qu'il y en a un qui rame 24 heures? Enfin voilà. Donc oui, c'est un outil de. D'accord. Alors Yann, je me permets de revenir vers toi. Toi, qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu te dis, j'ai quelque chose à faire autour de la gouvernance là où tu travailles, là où tu diriges? Alors moi, je suis dans une organisation, quand je suis arrivé, on était 5 et puis petit à petit, on est arrivé à une trentaine. Et ce qui m'est arrivé, c'est que en fait, si on s'intéresse pas, si on s'occupe pas de la gouvernance s'occupe de nous, mais pas forcément comme on souhaite. Voilà, moi, en 2010, j'ai commencé à découvrir qu'on était à peu près 11 dans la structure, que il se passait des choses qui avaient des conséquences sur moi, sur aussi ma santé. Voilà, sur la façon de porter les choses, de les partager. À ce moment-là, je mettais pas du tout les mots gouvernance sur la table, mais en tous les cas, voilà, l'histoire, c'est un jour, je suis en réunion, je gère beaucoup de problèmes, voilà, comme beaucoup de dirigeants, et puis il y a quelqu'un qui m'apporte un nouveau problème, et bing, je fais une syncope. Voilà, je suis hospitalisé immédiatement, et quand je reviens, on me dit: «Non, mais tout va bien», et en fait, c'est juste, un moment, trop de poids, voilà, poids sur un dirigeant, et de se dire, ces choses-là, si elles sont pas gérées, si elles sont pas réglées, humainement, on peut pas tenir dans le temps sans avoir un travail sur la gouvernance et sur sa place dans cette gouvernance, quoi. Voilà. Et après, il a fallu du temps pour arriver à, à conceptualiser. Mais à partir de ce moment-là, je me suis dit, j'ai commencé par me dire, il va falloir travailler moins. Mais en fait, c'est pas si simple. Quand on veut que les choses soient faites et bien faites, et qu'on aime le travail, voilà. Donc, c'est comme ça que la gouvernance s'impose à soi si on s'en occupe pas. Ouais, j'aime bien cette phrase, en effet. Si on ne s'en occupe pas, c'est la gouvernance qui s'impose à nous. Alors, Sabine, gouvernance, je pense qu'il y a plusieurs types de gouvernance, en tout cas. Oui. Et je voulais rebondir sur ce que Yann dit, hein, parce des fois, on me dit, oui, on parle toujours de bonne gouvernance, mais est-ce qu'il y en a des mauvaises? Et en fait, non. Mais ce que Yann dit, c'est qu'on n'en parle pas quand elle est bonne. On en parle surtout quand elle est mauvaise. Et après, on l'oublie. Donc voilà, c'est une belle définition. Si on remet le petit PowerPoint pour garder le fil, c'est vrai que c'est pour synthétiser ce que Yann vient de dire, hein, mais pourquoi c'est intéressant d'en parler, et si possible avant la syncope ou avant, voilà, c'est ça, c'est qu'elle structure les pouvoirs, elle relie les acteurs, comme Yann a dit, hein, se questionner, puis se dire, au fait, ma place là-dedans, même si quand on est 5-6, on a évidemment plusieurs fois la même personne sur les places. Elle sécurise les décisions, hein, valorise les personnes, et elle ne remplace pas la gestion, évidemment. Voilà. Et donc oui, c'est vrai que il y a plein de types de gouvernance, hein. En gros, c'est comment on fonctionne ensemble. J'en ai choisi 5 pour dire de pas faire de la théorie, mais voilà, hiérarchique, participative, technocratique, partagée, et celle dont on entend le plus parler en partagé, c'est sociocratique. Cette question sociocratique que Yann
a choisi d'expérimenter. Et puis, on parle de plus en plus d'organique. Voilà. Et donc, c'est vrai que, voilà, hiérarchique, hein, elle a été magique, cette structure-là, cette gouvernance-là. Aujourd'hui, elle est revue. Voilà, on peut la synthétiser pouvoir vertical. Simplement, voilà, elle est exceptionnelle quand c'est dans l'urgence. Elle est efficace parce qu'on sait qui fait quoi comment. Voilà, et les décisions viennent souvent d'en haut. Donc c'est à la fois génial parce que ça va vite et qu'on n'a que à exécuter, et en même temps, il y a moins de place à l'intelligence collective. Parfois l'info remonte pas, et donc du coup magique parce que la vie est quand même tellement bien faite. C'est comme ça que le syndicat est né. C'est pour faire remonter l'info. Voilà. En même temps, aujourd'hui, il y a une limite, c'est si c'est que un contre-pouvoir. Si c'est voilà blanc, voilà noir, comment on va co-créer ensemble. Et l'autre défi dans les petites équipes, hein, où on parle pas de syndicat, rien de tout ça, c'est si à un moment on n'est pas d'accord entre le supérieur hiérarchique et le collaborateur, qui va décider? Le chef. Donc ça, c'est là la limite. La deuxième, dans la gouvernance participative, c'est aussi vraiment une belle manière de fonctionner où on est tous autour de la table. Comme tu l'as dit, hein, il y a des tailles différentes en fonction des choix. Et là, super, les idées circulent, la créativité est là, les échanges sont nourris, chacun contribue, l'implication est forte, mais parfois, le pouvoir en lui-même reste centralisé. Donc ça, c'est la limite qu'on peut voir. Dans la gouvernance technocratique, on l'utilise plus tellement, mais quand même, j'aime bien parce que ça se voit pas toujours. C'est la compétence avant tout. Aujourd'hui, je rencontre des entreprises qui se disent en gouvernance, on va le voir partager, mais qu'en même temps, la compétence a plus de pouvoir que les autres. Mais du coup, non, on n'est pas en partagé, mais c'est non dit, c'est pas clair. Donc, soyons clairs. Et là, voilà, la compétence avant tout, vous avez bien vu. Enfin, intuitivement, vous voyez ce que c'est. C'est quand parfois des experts sont nommés managers. En même temps, c'est pas si évident de manager des gens, même si on est expert, et encore plus parfois si on est expert. Dans la gouvernance partagée, je vous le disais, sociocratie, là, le pouvoir est distribué. C'est organisé pour que ça soit distribué, et que cette règle dont je vous ai parlé, si moi, collaborateur, je suis pas d'accord avec mon cordeau ou mon chef, c'est organisé pour qu'on crée l'équivalence. On crée du coup, on n'est pas égaux, c'est clair, mais devient équivalent. Donc là, ça c'est voilà, des cercles interconnectés. C'est plus, le pouvoir est partagé entre cercles plutôt qu'entre individus. Mais de nouveau, parfois confusion, on garde l'organigramme. L'organigramme est là pour exécuter des décisions qu'on aura prises collectivement. Donc voilà un peu la nuance. Et la dernière, organique, qui émerge, qui est pas encore aussi présente, hein, mais qui les concepts de robustesse, par exemple, viennent de ce genre d'organisation où là, voilà, c'est souple, adaptatif, intuitif. Les rôles émergent en fonction des événements de la vie, des besoins de l'entreprise. Les décisions se co-construisent, et c'est le système, les parties prenantes du système qui font que ça s'organise et que les décisions se prennent. Voilà, de manière un peu synthétique. Alors, moi, j'avais envie de demander, Yann et Sabine, chez Agrowio 35, qu'est-ce que vous avez mis comme type de gouvernance? Quel modèle de gouvernance vous avez mis en place? Alors nous, sur Agrowio 35, on a choisi de mettre en place la gouvernance sociocratique. Hein, donc une gouvernance partagée avec cette idée de pouvoir distribuer. Voilà. Et puis je regarde avec beaucoup d'attention cette idée de gouvernance organique. Là, c'est vrai que ça me met un peu des étoiles dans les yeux. J'aimerais bien, je vais peut-être avancer vers ça. Enfin, je sais pas. C'est intéressant en tous les cas. Et alors, Sabine, pour décider, par exemple, ici, Yann nous disait, hein, le choix a été porté sur cette gouvernance sociocratique, la gouvernance partagée. Comment on arrive à en faire un choix, en fait? Comment on décide finalement quel modèle on va mettre en place? Écoute, là, je pense que c'est quasi déjà la roadmap qu'on pouvait voir, hein, et qu'on s'est dit qu'on allait discuter. Mais avant ça, je vous remets juste. Hein, c'est vrai que pourquoi on s'en parle, j'ai mis bonne en rigolant,
parce que voilà, quand on n'en parle pas, c'est elle qui nous habite. J'avais pas prévu cette super métaphore de Yann. Et donc voilà, avant de décider quel type de nouveau, c'est ce qu'on s'est dit, et ce que tu as proposé, c'est la stratégie. C'est qu'est-ce qu'on cherche. Et on veut la pérennité, l'alignement, la mobilisation des talents, la clarté, la fluidité, l'adaptation continue. Donc c'est vrai que quand Yann a commencé à se poser les questions, il y a eu la santé, et puis il y a eu quand même la pression, tu le diras mieux que moi, Yann, le besoin de l'époque. Mais c'était aussi, il y avait quand même une pression. Quel était en fait l'enjeu à l'époque quand on a choisi de travailler ensemble? Alors moi, j'étais vraiment sur ce qui m'a fait arriver à la gouvernance, ça a été de me poser les questions de management d'abord, puisque je cherchais des solutions de management qui correspondaient à ce qu'on essayait de mettre en œuvre dans une petite organisation où on se connaissait tous, on était en horizontal, et puis arrivaient les sujets de arriver avec plus de monde, commençaient à arriver des sujets après, les termes à l'époque, je ne les connaissais pas, mais enfin de sujets de verticalité. Et donc, moi, je suis arrivé à ça par ces questions de management. Et voilà, j'ai découvert la sociocratie complètement par hasard, mais en cherchant des solutions en management. Et j'arrivais pas à trouver tout ce que je disais sur le management, j'arrivais pas à trouver des choses qui correspondaient à cette idée que j'avais que on avait tous une part du pouvoir et qu'on continue à co-créer et qu'on était quand même bien organisé parce que j'avais quand je laissais quand je laissais des choses se faire, des fois j'avais des surprises à la fin parce que je mettais pas en place de suivi, etc. J'arrivais à la fin de l'année, mais ça n'a pas fait, mais pourtant on était d'accord, mais tu m'as pas dit, enfin voilà. Et donc c'était des problèmes de management et qu'on compensait tous par plus de travail, par beaucoup de pression, beaucoup de fatigue, beaucoup de responsabilités. Euh, mais voilà, au début, c'était pas des questions pour moi de gouvernance. Voilà. C'est après que je me suis aperçu que tout ça se gérait par une bonne gouvernance, en tous les cas par un choix de gouvernance, une compréhension et une fluidité à l'intérieur d'un cadre qu'on était capable de se donner. Hmm. Super, merci. Donc on voit, tu vois Cédric, donc du coup la mobilisation des talents, c'est un peu le management, peu importe le mot qu'on met derrière, mais voilà, il y a un enjeu derrière. Donc première étape, c'est vrai que c'est identifier cet enjeu pour pouvoir répondre aux besoins, parce qu'il y a d'autres endroits où c'est justement ça roule, on a la verticalité, mais en fait on n'arrive pas à s'adapter aux besoins de l'environnement. Là, c'est plutôt alors l'adaptation continue. Donc, en fonction du besoin et de l'enjeu de l'entreprise, de l'organisation, on va commencer à réfléchir. Et du coup, c'est vrai, quand j'ai rencontré Yann, c'était potentiellement se dire, ça serait quoi la feuille de route? Ça, c'est quoi la roadmap? Et donc, c'est des étapes où à chaque étape, il y a un arrêt plus ou moins long pour avoir le rythme de l'organisation. Et donc, voilà, Yann le dit, diagnostic partagé, clarification des rôles et des décisions, comment ça se prend à ce moment-là, avant. Voilà, dans le diagnostic, c'est ça, c'est quel est le besoin. Yann a dit, verticalité, management, confiance et j'ai envie d'être surpris. J'étais très impressionnée parce que vous allez voir après quand on va vous montrer la roadmap de chez Yann. Faut se dire qu'au conseil d'administration, c'est des agriculteurs. Donc cette notion de vivant est tellement présente. Donc voilà, donc c'est quoi le besoin? Qu'est-ce qui pousse? Quoi? Comment? Et de nouveau, moins on est dans l'urgence, mieux on est dans la créativité pour y répondre par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure. Est-ce que c'est elle qui nous pilote ou nous qui la pilotons? Clarifier les rôles et les décisions. Et puis commencer à mettre des outils en place pour décider quels sont les beaux outils pour l'organisation, pour l'accompagner dans son prochain pas de développement. Et donc là, en fonction de ça, le type d'organisation émerge en fonction de l'ADN de l'entreprise, de l'organisation, son état d'esprit, ses valeurs, ses besoins, sa réalité terrain. Et voilà. Et en fonction de ça, après, selon le choix, formation, coaching, soutien, peu importe
Voilà et puis alors surtout évaluation et ajustement. Voilà un peu la feuille de route quelque part. Ça répond à ta question, Cédric? Tout à fait. Oui, oui, c'était vraiment ça. Et je me disais, Yann, quand tu as fait des recherches, etc., pour trouver des solutions par rapport à un cas bien précis, quand tu as commencé à réfléchir à cette solution, est-ce que quand tu l'as proposée en interne, il y a eu des freins où on s'est dit, tiens, on va y aller, on fait confiance, parce que tu es arrivé avec quelque chose de potentiellement assez innovant et nouveau. Donc, Oui, alors c'est vrai que je suis arrivé, j'ai découvert en formation sociocratie des choses autour des choses qu'on voit de plus en plus, mais enfin moi je ne connaissais absolument pas et puis qui émergeaient totalement à l'époque autour des icebreakers, enfin et qui allaient au-delà de l'icebreaker. C'est un moment, dans les formations, c'est de dire, il y avait quelque chose de dire, dans une organisation, quand on veut travailler ensemble, on peut pas, heu arriver à être juste, le salarié. On a aussi notre vie ailleurs, on a des choses à échanger sur nos émotions, sur, notre réalité du moment pour bien travailler ensemble. Voilà, c'est des choses, moi, qui m'ont, enfin, complètement surprise mais que j'ai amené à l'intérieur de commencer à faire des certaines réunions, certaines rencontres en retirant les tables. Donc on n'avait pas cette barrière entre nous. Enfin voilà, c'est des petites choses aussi et parce que, derrière la façon de travailler, et il y a aussi des outils très pratiques, qui vont, faire vivre que tiens, il y a un changement. Heu, et vous faites disparaître une table, dans un espace de travail, de réunion, la 1re fois, vous créez un choc, hein. Enfin, enfin, moi, c'est devenu tellement normal, mais au début, c'est pas si simple. Et voilà et donc c'est comme ça que j'ai amené les choses. Heu et puis après, d'abord auprès du conseil d'administration en proposant, des choses autour des tours de parole très formels, voilà et puis, petit à petit et ça n'a pas été tout de suite facile, hein, donc au début dans les conseils d'administration, des tours de parole, il y avait des personnes, celles qui ont l'habitude d'avoir la parole, de la maintenir, de la garder, d'être reconnues pour cette parole aussi, qui d'un seul coup, doivent attendre leur tour pour parler. C'est pas simple. Alors au début, on disait: «Bon, OK, on va faire des choses on disait en sociocratie, puis on va faire, en normal» et puis petit à petit, ceux qui, acceptaient le le normal ont commencé à dire: finalement, on décide mieux, j'ai plus ma place, heu, on va faire de moins en moins le normal et on va faire de plus en plus, voilà et aujourd'hui, c'est devenu le normal et quand c'est plus comme ça, c'est le bazar. Mais enfin, c'est le ressenti, mais à l'époque, c'était pas si simple. Voilà, donc pas simple d'amener quelque chose et puis, je sais pas si, heu c'est quand même des habitudes de fonctionnement, des habitudes de pensée qui sont pas du tout celles qu'on a apprises, hein, que tout le monde prend la parole. Il y a des notions, l'équivalence, enfin, voilà et quand ça se met en place, oui, on se heurte à des réserves fortes, voilà et que moi j'avais auquel j'avais eu l'occasion d'être confronté lors des formations avec beaucoup de réticence au début et puis, que j'ai transposé et puis qui deviennent, où on est tellement mieux que ça s'impose de soi, quoi. Voilà. Une question un peu naïve que je me pose. Toi, du coup, Yann, en tant que directeur, qu'est-ce que ça a changé parce que là, on a parlé effectivement des résistances potentielles, hein, des équipes, du conseil d'administration. Ce qui est un peu derrière ma question, c'est en termes derrière directeur, on va mettre la personne qui dirige, qui voilà, qui a la vision, qui va embarquer les gens, qui peut prendre les décisions quand on n'est pas tous d'accord. Et donc, comment est-ce qu'on lâche prise par rapport peut-être à cette notion de contrôle, de pilotage pour passer dans un autre système où effectivement on va tourner avec la parole. Et donc toi, comment tu l'as vécu en tant que dans ton rôle de directeur? Alors moi, j'ai dû faire un travail énorme sur moi-même. Déjà, on découvre, quand on pose les questions aux autres, quand il y a les questionnaires de santé d'équipe et cetera, on découvre la vision qu'ont les autres et de l'organisation et de soi. Et même si c'est avec bienveillance, c'est avec beaucoup de stupéfaction, puisqu'on s'aperçoit qu'ils n'ont rien compris, puisque c'est pas du tout comme ça que nous on voit les choses de notre poste. Donc, oui, ça demande un gros travail sur soi, ça demande un gros travail
même aujourd'hui encore, de pouvoir accepter à la fois de décider et que les décisions, il y a des espaces où elles peuvent être remises en cause. Avant-hier, je dis à une collègue, je refuse les modalités d'organisation du travail qu'elle me demande pour plein de raisons que je lui donne. Et hier, je vois arriver une proposition pour le prochain cercle où il va falloir discuter de ça. Et et donc je suis obligé de me dire: «Bon alors, c'est où? C'est dans le règlement intérieur? Pourquoi je dis ça?» Donc on est obligé de toujours être, en éveil sur les choix qu'on fait, de les choix, ceux qui subissent les conséquences des choix qu'on fait ont leur mot à dire dessus, en sociocratie. Et donc ça oblige à les expliquer, puis peut-être à devoir, peut-être que là, dans 2 semaines, je vais avoir le cercle, je vais devoir, peut-être changer ma position qui était confortable pour plein de raisons, et peut-être ça va changer d'autres choses dans l'organisation, et cetera, et cetera. Voilà, donc ça demande d'accepter beaucoup de, heu cette idée de partage du pouvoir demande beaucoup de confiance, demande de mettre en place des outils de suivi que moi j'avais pas du tout. Puis je suis pas quelqu'un qui est à l'aise avec le suivi. Pour moi, c'est dans mon esprit initialement, le suivi, c'est du flicage. Et en sociocratie, on apprend non, c'est de la mesure. Et c'est pas pour contrôler, c'est pas pour dominer, c'est pour avancer ensemble, se rendre compte quand ça va pas ensemble et s'aider à grandir ensemble pour y arriver ensemble. Voilà, et ça, c'est pas les apprentissages qu'on a au départ, donc ça demande de revoir, ses façons de penser, ses façons d'agir, et la structure ne change pas si soi-même on change pas. Et puis, ce changement, c'est un peu paradoxal, mais c'est vrai que, il faut, pour mettre en place la sociocratie, moi je l'ai fait de manière pas du tout sociocratique. C'est-à-dire ça demande tellement, de travail des personnes sur elles-mêmes, qu'il y a un moment, il faut imposer un certain nombre de choses. Voilà, parce que sinon les gens voient la sociocratie, ils voient la partie liberté que ça donne, mais ils voient pas la partie responsabilité que ça donne. Et c'est liberté, responsabilité, c'est les 2 faces d'une même pièce. Et à un moment, c'est le passage est difficile parce qu'on donne de la liberté énormément et la responsabilité, ça s'apprend. Voilà, donc c'est du temps, et puis il faut comprendre à chaque fois ce que ça nous fait à soi, quelque chose, qui nous vient, quelque chose qui quelqu'un, un collègue qu'on trouve désagréable dans ce qu'il demande encore, et cetera. Et l'apprentissage de se dire: «Je reçois ça», et commencer, hein, ça veut pas dire que l'autre a raison, mais c'est commencer par se dire: «Pourquoi ça me met en inconfort? Et qu'est-ce qu'il y a chez moi à changer pour que ça soit plus inconfortable?» Et pas commencer par se dire: «Comment je vais changer l'autre?» Hein, et comprendre pourquoi ça nous bouge. Et une fois qu'on a réussi à bouger, les autres bougent aussi. Et donc, quand on est responsable, quand on a des responsabilités, on est obligé de bouger et on est obligé de se questionner. Et donc, c'est pas simple, mais c'est tellement mieux. Merci pour cette belle réponse. Oui, tout à fait. Et c'est intéressant de se dire, ben voilà, la gouvernance, c'est pas que quelque chose d'intellectuel, loin de ça. C'est aussi tout l'humain qui est là. Il y a vraiment des enjeux humains et ça rend aussi l'entreprise beaucoup plus humaine en utilisant des modèles qui correspondent aussi à l'identité même de l'entreprise. Sabine, Oui. je te propose de Oui. poursuivre ta Oui, présentation. oui, et merci. Et donc c'est vrai qu'elle est plus humaine et pour certains, elle est pas plus humaine quand Yann dit il y a la responsabilité. Donc dans la et c'est là où quand Yann a dit tout à l'heure il était en recherche de management et du coup ils étaient horizontaux. C'est sûr que la croissance et le développement plus que la croissance demandait à équilibrer un peu de verticalité aussi. Et là, du coup, ça remet des enjeux. Donc là, c'est magique de se dire chacun bouge dans la structure fait bouger et c'est impactant. Mais donc, la transformation n'est pas confortable. Et au moment où on la vit, si on ne se sent pas libre, on a l'impression de la subir. Et donc, ces gens-là ne diront pas que l'entreprise est humaine. Voilà, c'est pour ça que les 2 premières étapes prennent beaucoup, beaucoup de temps. Pour sentir cet ADN, parce qu'aujourd'hui beaucoup d'entreprises ont leur raison d'être, leur ceci, leur cela, leur valeur, mais c'est collé au mur et c'est pas vécu
Donc, je vais pas venir mettre une gouvernance partagée alors que ils n'arrivent même pas à prendre de décisions ensemble sans que le chef défasse ce qu'une décision a été prise. Donc, voilà. Donc, de fait, c'est pas d'office plus humain. Donc, voilà un peu. Et donc, si ça vous va, moi, on peut regarder, mais rapidement, hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais sans aller dans des détails, mais c'est la roadmap. Donc, juste avant, c'était quand même un peu poétique. Et donc là, on était dans la métaphore de la randonnée. Et maintenant, on voit un peu dans ce que Yann décrivait. Ah, oups, c'est quoi? J'espère que c'est pas trop petit. En tout cas, le seul intérêt, c'est de voir que, voilà, de 2017, début du choix de Yann de travailler avec avec moi, avec de ce Socracy Group pour la structure qui va l'accompagner à grandir et à se structurer. Et donc vous voyez, il y a à peu près 3 slides d'étape après étape. Et vous voyez dans le bas à gauche, la ligne bleue, c'est conseil d'administration et le bureau, qui est une instance. Enfin, Yann pourra l'expliquer encore mieux que moi, hein, mais voilà la structure que nous avons élaborée. Le conseil d'administration et le bureau, des allers-retours pour avoir la stratégie. Ensuite, un comité de pilotage, puisque là, quand Yann dit j'ai été pas sociocratique pour mettre, c'est pas vrai. C'est vrai qu'il avait une intention ferme comme directeur, enfin à l'époque coordinateur, non déjà directeur. Comme directeur, il avait une intention ferme. Par contre, ça n'a pas du tout été autoritaire, puisqu'il y a eu constitution d'un comité de pilotage. Dans ce comité de pilotage, il y avait 360 degrés de l'organisation, donc des gens élus sans candidat dans l'entreprise, des acteurs clés, donc des superviseurs à l'époque, des membres du CA et du bureau, et c'était tout. Oui, on aurait pu mettre des extérieurs, mais voilà. Donc dans ce comité de pilotage, vous voyez, c'est la ligne orange. Et la ligne rouge, c'est l'opérationnel. C'est évidemment l'entreprise continue à vivre pendant ce travail, et donc il y a des allers-retours dans tous les, voilà. Et donc c'était totalement sociocratique parce que ce comité de pilotage était un groupe de réflexion, de diagnostic, d'élaboration de propositions de changement qui montait dans les bons lieux. Donc qui allait au bureau pour être bonifié, qui allait au conseil d'administration pour être décidé si c'était dans leur périmètre de pouvoir, ou qui redescendait dans l'organisation avec les salariés si ça ne correspondait pas, si ça n'impactait pas le le travail de ceux, quand Yann disait donc les décisions impactent, les décisions doivent être prises avec ceux qui supportent les conséquences des décisions. Et donc, vous voyez les allers-retours. Le comité de pilotage pouvait prendre des décisions opérationnelles, ça allait dans l'équipe de salariés, pouvait élaborer des propositions qui allaient impacter, l'équipe de salariés. Et donc, vous voyez un peu ces histoires de poupées russes où c'est des cercles interconnectés et à aucun moment il y a eu de prise de décision qu'il n'était pas par consentement, donc dans le jargon, zéro objection. Et c'est là où je vous dis que c'était extrêmement émouvant parce que Yann est visionnaire. Il l'a fait avant qu'il y ait urgence. Alors que voilà, aujourd'hui, on est donc 2017, on est 8 ans plus tard. On voit que la bio quand même. Et à l'époque, il avait déjà des intuitions. Et ce que le comité de pilotage élaborait comme proposition, à certains moments, le conseil d'administration élaborait également, réfléchissait intuitivement à des choses. Et quand on ramenait les deux, c'était juste impressionnant de voir la cohérence, enfin voilà, c'était magique. Et donc, vous imaginez bien que les décisions, alors, sont tellement plus puissantes. Et là, alors, on prend le bon de l'intelligence collective qui est très horizontale. Parce qu'aujourd'hui, on confond l'horizontal, intelligence collective et créativité, avec parfois du vertical. Ce que Yann dit, j'ai imposé, non. Il était dans son rôle de directeur et il fallait atteindre les objectifs, développer la bio, etc. Mais il le faisait de manière organique. Voilà. Yann, oui. Et donc, c'est important, je trouve, de bien dire, voilà, on parle, parce que c'est le titre aussi de notre offre, hein, c'est la roadmap. Et donc, voilà à quoi ressemble une roadmap de gouvernance. Et on voit que c'est quand même élaboré. J'avais une question qui était de me dire combien de temps, alors évidemment, ça va fluctuer dans chaque entreprise, mais dans ce cas-ci, combien de temps ça a demandé, combien de temps vous avez consacré pour arriver à cette roadmap qui devient un outil super puissant et qui cadre les choses?
alors je ne sais pas à partir de quel moment on compte qu'on a commencé, mais oui, on peut considérer qu'on a commencé à partir du moment où on a fait une première analyse de santé de l'équipe avec un questionnaire très complet, etc., pour mettre un point de départ, voir la situation. Et cette phase-là de mise en place, et après, bon, ça continue à se mettre en place, à s'améliorer au fil du temps, mais cette phase-là de mise en place, je pense que c'est clôturé 1 an après avec une nouvelle évaluation, le même questionnaire, et puis une comparaison, hein, de ce qui avait bougé entre les deux. Et, avec, alors ce que m'avait construit Sabine, c'est de dire, voilà, on a cette évaluation et on refait les petits correctifs derrière. Enfin, on vérifie d'abord qu'il y a vraiment eu de l'amélioration et qui est bien ressenti par tout le monde. Et puis, on remet aussi les petits correctifs derrière s'il y a besoin. Et bon, des correctifs, il y en a en permanence. Et depuis, on a refait une nouvelle organisation, en tous les cas hiérarchique, mais qui s'est pas mise, euh, enfin, toujours avec la sociocratie, mais où il a fallu effectivement vérifier dans cette nouvelle organisation avec un étage supplémentaire hiérarchique qu'on restait bien dans un système de gouvernance sociocratique. Voilà. Donc voilà, c'est un travail continu. Mais cette période-là, je crois que c'était sur 1 an, hein, Sabine, qu'on Oui, s'était oui, donné pour se oui, donner un début et une fin. Ouais. ouais. Vraiment le gros moment, je vous disais tout à l'heure, si je remonte, hop, là, les 2 premières étapes là, c'est là où, je dis toujours en rigolant, on n'a qu'une seule fois l'occasion de faire une première bonne impression. Et donc c'est cette étape-là qui est vraiment, importante pour que ce diagnostic, même sans y être, donc les collaborateurs, tout le monde n'y est pas, et on n'est qu'une dizaine, douzaine. Même dans une entreprise, j'ai eu l'occasion de faire la même chose chez les petits riens il y a une quinzaine d'années. Les petits riens, c'est 350 personnes. Vous imaginez bien qu'il y avait pas, donc on était 15 dans ce groupe de travail, ce comité de pilotage, mais la manière dont il est constitué est tellement sécurisante et tellement partagée que la sécurité est posée. Même s'il y a des enjeux, on fait des coudes pour y être. Donc voilà. Donc les 2 premières étapes ont pris chez Yann 9 mois. Et puis après, ben une fois que le CA, le bureau, les équipes ont vu ce qui sortait de cette manière de fonctionner, eh ben là, il y a un basculement qui se fait et tout va beaucoup plus vite. En fait, c'est fou, mais on dit souvent, enfin, une des critiques, hein, c'est que la sociocratie prend du temps. Oui, elle en prend au début. Mais une fois que la sécurité est installée, elle va beaucoup plus vite parce que, comme dit Yann, ce qu'il a dit non à la collègue, ben, c'est exécuté. Ça va être au cercle dans 6 à 8 semaines. Mais entre-temps, ça aura maturé. Et ça va pas au cercle, la fleur au fusil. La personne qui le met au cercle a une proposition de bonification. Elle prend soin de ses intérêts, mais aussi de ceux de son équipe et de l'organisation au sens large. Donc, euh, donc voilà. Donc à partir de ce moment-là où il y a un basculement, il y a assez de sécurité que pour ne plus être partout, tout le temps. Et là, alors, l'élaboration de propositions et la prise de responsabilité dont Yann parlait, ils ont les deux, quoi. Ils ont vu, ah ouais, on est libre, et en même temps, on a un rôle, et en même temps, on a des objectifs à atteindre, et en même temps, on a un lieu où on peut se réguler, s'ajuster. Donc voilà, plus ou moins 1 an. Et donc, un élément essentiel, si je comprends bien aussi, c'est que c'est important de mettre en place des balises ou des KPI, en tout cas, qui tout au long du chemin permettent de dire, tiens, on est toujours bien dans ce qu'on a vérifié, ça fonctionne pas, etc. Clairement, Mm. clairement. Vas-y Yann, ouais, hein. Oui, tout à fait. Ça, c'est un élément fondamental, effectivement, d'avoir des outils de mesure. Et ça, c'est vraiment important d'être accompagné, justement, sur ça va être quoi les outils de mesure, qu'est-ce qu'on va devoir regarder, parce que c'est pas si évident que ça. Et puis, Mhm. je veux revenir comme sur le fait, parce que je dis que je l'ai pas fait de manière sociocratique. C'est vrai que si je le faisais aujourd'hui, ça serait fait différemment. Déjà, choisir d'aller vers la sociocratie aujourd'hui, il y aurait un temps où la décision serait prise par consentement. Là, moi, je l'ai prise, je l'ai partagée avec mon président de l'époque, et puis on a dit, on va vers là, hein, et donc acte. Et puis après, chacun, on a mis en place progressivement des choses et des espaces où les discussions ont été partagées. Mais pareil, à l'époque,
les personnes qui ont constitué le groupe de travail, c'est moi qui les ai désignées. Aujourd'hui, ça serait plus possible. Aujourd'hui, évidemment, ces personnes seraient élues en élection sans candidat par les collègues auxquels moi j'en ferai partie. Mais voilà, c'est ça où je dis, quand on met en place, on n'a pas tous les outils, on n'a pas tous les savoir-faire. Faire une élection sans candidat, comprendre ce que c'est, pourquoi, qu'on n'est pas en train de tester le système, mais de mettre vraiment quelque chose en place, il faut être en sociocratie pour pouvoir le faire. Et donc, c'est là où je dis, au départ, on n'a pas tout pour faire la mise en place. Voilà. Par contre, Yann, dans le comité de pilotage, il y avait 50% d'élus sans candidat. Ah, c'est possible. Alors, je vais faire un petit peu. T'as choisi, t'as choisi 50% et il y a 50% qui étaient élus sans candidat, y compris au conseil d'administration. Donc, rassure-toi, j'étais vigilante. Merci. Alors, on parlait de roadmap, on parlait, pour avoir une métaphore, la boussole, c'est une image qui a été utilisée dans la présentation. Une boussole, on a 4 directions, 4 éléments clés. Sinon, une boussole, ça fonctionne pas. Ce serait quoi les 4 éléments clés, les 4 directions essentielles d'une gouvernance réussie pour vous deux? Moi, je verrais bien le bien-être des personnes qui sont impliquées dans cette gouvernance. Ça me paraît être quelque chose de fondamental. L'épanouissement, l'épanouissement individuel. Enfin, en tous les cas, quand j'y pense dans le milieu du travail, c'est pour moi quelque chose d'essentiel. J'ai, avec le temps, pris conscience que initialement, j'avais plutôt une vision où il y avait la vraie vie, les vacances, etc., puis le travail. Et puis, petit à petit, on se rend compte qu'on passe tellement de temps au travail que c'est là aussi qu'on doit trouver les lieux d'épanouissement. Donc, je pense qu'une bonne gouvernance, c'est ça. Enfin, il y a cet élément-là. Je ne sais pas si d'autres éléments à rajouter, Sabine, j'en trouve Oui, d'autres choses. c'est ça, je suis en train de faire ma boussole là, parce que là, il y a tellement de choses et en même temps les limiter à 4. Donc oui, clairement le bien-être. Ce qui me venait aussi, c'est ce sentiment de liberté, quel que soit ce qu'on choisisse. Nous sommes des individus libres, nous sommes des adultes libres. Donc voilà, il faut que chacun se sente libre. Il y aurait cette notion de bien-être là-dedans. Du coup, on y met ce qu'on veut, hein. Certains viennent apprendre ceci. Ensuite, j'y verrais le sens du bien commun. Voilà. Et puis après, j'y verrais un peu le truc où on y met les rôles, les compétences et tout ça. Mais donc c'est un gros pot pour dire je suis capable de m'ajuster. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a un espace là où je peux m'ajuster et donc si je suis pas la bonne personne dans le bon rôle, je change. Ou si le rôle, il manque un rôle, on en crée un. Quand Yann dit depuis, ils ont transformé leur organisation et donc ils ont créé un nouveau niveau hiérarchique supplémentaire. C'est impensable en se disant on devrait être horizontal, mais en fait le besoin est né de l'organisation. Donc voilà. Donc je verrais le bien-être, le sentiment de liberté, le sentiment de bien collectif, de savoir au nom de quoi je vais réduire cette liberté, parce qu'en gros c'est ça. C'est pour le bien commun, je vais réduire ma liberté, et puis après, j'accepte d'être ajusté, réajusté. Moi, l'organisation, les parties prenantes, l'écosystème, tout le monde bouge si besoin. Voilà un peu les clés que je verrais pour mesurer si la gouvernance est la bonne et qu'elle va aider l'organisation à se développer, aider à répondre aux besoins de l'environnement, parce qu'il n'y a rien à faire. Il faut aussi livrer le client, on n'est pas là juste là pour être bien ensemble. Oui, on est là aussi, mais c'est cette chouette tension qu'on a aussi des choses à faire ensemble. Oui, il ne faut pas oublier. Non, vas-y Yann. Il ne faut pas oublier effectivement de garder cette capacité à décider, à reprendre des décisions en permanence sur des nouveaux contextes, et cette capacité à mettre en œuvre, qui sont évidemment les premières choses dans l'entreprise. On est obligé d'avoir ça, décider, mettre en œuvre, s'adapter. Voilà. Et après, je voyais les éléments qui se rajoutaient à ça, mais magnifique. il faut que ça soit
assurer pour que le reste puisse se mettre en place de manière pérenne. Oui, tout à fait. Et justement, je me dis que les modèles de gouvernance, je vois ici les acteurs, hein, les rôles clés, et on l'a vu aussi sur la map. Une question que j'avais envie de poser, c'était aussi l'évolution finalement de la gouvernance. Et évidemment, s'il y a bien un sujet à la mode, en tout cas, c'est plus un sujet à la mode, c'est une réalité, c'est l'intelligence artificielle. Et donc, j'avais envie de vous demander à vous deux, d'après vous, c'est quoi l'impact de l'intelligence artificielle sur les modèles de gouvernance, justement? Comment on intègre l'intelligence artificielle dans les modèles de gouvernance? En sachant que on a eu un offre qui était consacré à ça il y a quelques temps et qu'il commence à avoir un cadre légal aussi, avec des obligations et des choses comme ça au niveau européen, en tout cas. Mais par rapport à des modèles de gouvernance, c'est quoi l'impact d'après vous? Est-ce que vous le ressentez déjà? Est-ce que ça demande d'adapter des modèles de gouvernance avec cette présence de l'intelligence artificielle qui est présente dans tous les secteurs d'activité? Alors sur la gouvernance, je ne sais pas, tu veux répondre, Non, Sabine? vas-y. Sur la gouvernance, je ne vois pas aujourd'hui, moi, d'impact direct. Je suis un passionné, un grand utilisateur des IA génératives. Je trouve que ça nous facilite tellement de choses. Alors pour le moment, j'ai plein de collègues qui me disent: «Mais tu vas voir, bientôt», je dis: «Mais ça fait gagner beaucoup de temps», et des collègues qui me disent: «Oui, mais enfin, dans un premier temps, puis quand il y aura, tout le monde les utilisera, ça sera le minimum, donc il faudra encore en faire plus». Donc bon, voilà, ça pose ces questions-là. Et pour le moment, on n'est pas dans cette phase-là. Voilà, moi, c'est un outil c'est nouveau, c'est fascinant, ça pose beaucoup, beaucoup de questions. Pour une fois qu'on a des systèmes qui arrivent à être, j'allais dire, plus intelligents que l'humain, en tous les cas, même si c'est dans des domaines précis et on a l'habitude d'être l'être sur Terre qui est le plus intelligent. Là, ça sera peut-être plus le cas tout le temps, donc ça pose beaucoup de questions. Mais sur la gouvernance, aujourd'hui, j'ai pas fait de lien, en tous les cas, personnellement. Ouais. Mmh. Oui, pareil, pour moi, je suis surprise, je me suis pas encore posé la question parce que parfois c'est comme si, les 2 parfois me stressent. C'est quand j'arrive évidemment, je des fois je dis: «Je suis un peu comme le dentiste quoi». On vient me chercher quand on a vraiment mal aux dents, mais du coup, c'est pas agréable d'arriver, c'est rare les gens comme Yann qui viennent chercher avant d'avoir mal et qui se disent: «Je vais peut-être avoir mal aux dents». Oui. Donc souvent quand j'arrive, c'est tendu, c'est compliqué, il y a de la souffrance. Donc le contexte de diagnostic n'est quand même rarement simple. Donc voilà, il y a un côté où ça fait peur. Mais sinon, j'aurais dit la même chose que Yann, c'est je le verrai pour l'instant et j'ai pas encore vu le off, je vais aller le voir. Je savais pas que c'était déjà légiféré, tout ça, et je m'en réjouis. Donc aujourd'hui, ce que je vois, c'est que ça pourrait aider encore plus parce que vous allez voir quand je vais vous aussi nous résumer les conditions clés. Je vois que ça va nous aider à avoir des PV de réunion encore plus facilement rédigés. Parce que ce que je vois, c'est que, comme Yann l'a dit, il y a une décision qui est prise et parfois malgré qu'il y a un PV qui est écrit et tout, la compréhension de la décision est pas encore toujours la bonne, et que quand elle est dans l'exécution, on se dit mais c'est pas possible. Et y compris en sociocratie, hein, on a tourné en cercle pendant 1 heure pour prendre une décision et elle est encore exécutée autrement. Donc voilà, je la vois comme au service un peu comme la gouvernance est au service de la stratégie, l'IA va être au service de la gouvernance et de la gestion évidemment, mais pour affiner encore plus cette richesse de l'être humain, parce qu'on est quand même tête, cœur, corps, on n'est pas que intelligence, cerveau, pour que nos décisions soient sans jugement de valeur, vous voyez, très factuelles et donc encore plus facilement exécutables par ceux qui ne seraient éventuellement pas dans le cercle. Voilà ce que je verrais positivement. Je rebondis aussi sur ta proposition des conditions clés, parce qu'il nous reste 5 minutes. Le temps passe tellement vite avec ce sujet passionnant. Quelles sont justement les conditions clés, le succès que tu voulais nous partager? Je rebondis sur ce que tu nous disais. Eh ben, mettez-moi le petit slide, parce que c'est vrai que c'est ce que je m'étais dit, c'est à la fois tellement général et tellement sur mesure que j'ai essayé de me dire: «Allez, c'est quoi?» Je vous l'ai dit tout à l'heure quand tu m'as surpris en disant les 4, Direction. voilà. Et moi, si je résume, hein,
quelle que soit la forme dont on a parlé, autocratique, technocratique, et tous les mots qu'on connaît pas encore. Ça serait ce sentiment de liberté. Voilà. S'il y a pas ça, à un moment, ça commence à pas aller. Quand même, cette liberté, je peux la réduire parce que j'ai le sens du bien commun. En gros, je sais pourquoi je travaille dans cette entreprise plutôt que dans une autre et donc je vais pas gagner ma vie, mais je vais, travailler pour nourrir d'autres projets de vie, et y compris du coup dans une boîte autocratique, mais dans lequel je me sentirais libre d'aller. Et alors le dernier, des espaces d'ajustement, ce que Yann a dit, où parce que l'autre chose, c'est évidemment, il faut tout le temps mesurer, et je ferai un aller-retour, mesurer, mais mesurer quoi? Chaque entreprise décide ce qu'elle veut. Yann, il a mesuré la satisfaction des adhérents, mais il a aussi mesuré le nombre d'adhérents qui passent en bio. Donc, c'est évidemment pas moi qui ai créé tout ça, c'est son bureau et son conseil d'administration ont décidé les outils de mesure. Et donc, la santé commerciale, sociale, chez lui, c'est pas commercial, c'est adhérent, structurel. On sent que le squelette de l'entreprise va pas bien. OK. Et donc des indicateurs de mesure, oui, les KPI, mais c'est pas que l'argent, loin de là, et des outils collaboratifs d'évaluation. Parce que c'est pas un auditeur extérieur qui vient nous dire que ça va ou que ça va pas. C'est pas, voilà. Donc si je fais le lien, c'est ça, c'est les espaces d'ajustement. Et dans ces espaces-là, transparence et redevabilité. Transparence, c'est pas je donne tout le temps, n'importe où, n'importe comment. Il y a des espaces de confidentialité, mais ils sont interconnectés. Donc vous voyez, chaque sujet l'information est disponible, mais pas partout, tout le temps, n'importe comment. L'ouverture, évidemment, au retour d'informations. Si on est figé, je vous disais, si on va à un cap, mais qu'on veut même pas bouger, ça va pas marcher. Et évidemment, des cadres clairs, des rôles explicites. Pour moi, c'est ça quelque part. Et après, la forme émerge et elle peut changer. Vous savez, on rigole souvent chez Yann en disant, on pourrait prendre une décision par consentement de revenir en dictature. Et c'est OK si c'est le besoin pour sortir d'un incendie ou que l'entreprise va à un enjeu, et c'est OK. Et on redéfait ça par consentement. Donc voilà un peu les clés que je verrais. Et je vous disais, mesurer, comme on prend soin de sa santé, mais de manière du coup systémique. Et on n'en a pas parlé, mais évidemment, on intègre l'écosystème parce que chaque organisation est évidemment reliée à d'autres. Et donc, des décisions qu'on prendrait impactent des adhérents, des clients, et comment, sans leur donner tout le pouvoir non plus, on prend ces décisions-là avec eux, quelle que soit la forme de la structure, de la gouvernance. Merci beaucoup pour tous ces partages super riches. Hein. Donc, si vous avez besoin d'en savoir plus, hein, donc Sabine, peut-être un petit mot, hein, c'est que toi, dans tes missions, hein, tu accompagnes des organisations, des équipes avec des accompagnements sur mesure, des diagnostics collaboratifs, des formations à la carte. Ici, on a un lien et on va le remettre je vais le remettre ici également en dessous. Donc, si on veut prendre un rendez-vous hein, pour discuter avec toi et simplement peut-être explorer des choses, partager une situation, commencer juste une réflexion ou peut-être même déjà défricher le terrain avant de commencer vraiment un projet, ne pas hésiter sur ton Calendly. Donc, on peut choisir une date et prendre rendez-vous avec toi. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelles formes peuvent prendre ces accompagnements sur mesure, ces diagnostics, formation à la carte, 2-3 idées de formats comme ça dans tes accompagnements? Un des premiers formats, quand Yann dit j'ai beaucoup travaillé sur moi, c'est vrai qu'un des formats très très simples, c'est le coaching de dirigeants. Alors on peut de coaching de n'importe quel collaborateur évidemment, mais des acteurs clés de responsabilité. Du coup, ça va plus vite, le changement va plus vite, mais c'est pas pour exclure d'autres. Ça c'est le plus basique, ou simplement animation de groupes de travail, de réflexion pour vérifier si c'est la bonne structure, si c'est les bonnes personnes au bon endroit. On définit dans ces groupes de travail des parcours de prise de décision, des parcours de communication, parce que parfois les décisions vont bien, mais pas la com. Voilà, 2 exemples qui me viennent.
Ok, super, merci. Peut-être un petit message, Sabine, Yann, en conclusion de ce off, si vous aviez un message avec lequel vous aimeriez que nos auditeurs repartent aujourd'hui, ça serait lequel? Je vais passer la parole à Yann, puis Sabine. Yann. Ah, ton micro est coupé. Le Ton micro est micro, coupé, oui. oui. Ouais. Je disais que le message, moi, c'est effectivement, si vous voulez faire des changements, tout est possible. Voilà, il faut pas hésiter, faut se lancer et surtout, faut se faire accompagner. Voilà, parce que effectivement, ça va être un boulot et que les étapes sont bien respectées, etc. Moi, je vous encourage à regarder ça, même si effectivement tout ne semble pas mal aller et ne pas attendre que ça soit dur parce que le changement est encore plus dur quand on est dans le rouge. Super message, merci. Sabine. Oui, bon moi j'en dirais 2, d'abord se faire accompagner, oui, et avec, des structures, donc avec des gens qui sont eux-mêmes dans une structure pour qu'il y ait l'exemplarité dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, et même si c'est les gens tout seuls font de l'excellent boulot, il y a pas de problème avec ça. C'est plus pour la cohérence organisationnelle qu'on va induire. Donc ça, c'était un. Et sinon, c'est aussi de se faire confiance que la majorité des organisations ont cette gouvernance, mais ne la regardent pas. Et que du coup, simplement, prenez parfois le temps de regarder comment vous fonctionnez. C'est déjà un bon début et qui peut sécuriser tous les collaborateurs. Voilà. Merci pour la valeur que vous avez partagée aujourd'hui. C'était vraiment extrêmement riche. Donc, je pense qu'on la promesse est vraiment tenue d'avoir cette roadmap et d'avoir eu ce dialogue entre vous avec vraiment effectivement la personne qui accompagne et le dirigeant de l'entreprise et donc d'avoir vraiment eu les deux visions par des fenêtres différentes donne vraiment cette belle dimension riche et vivante. C'était vraiment très très précieux avec des aspects vraiment concrets. Donc merci pour ça. On se retrouve pour nos prochains hop. Je vais vous partager mon écran. Hop, là vous devriez voir mon écran, parfait. Donc aujourd'hui on parlait de roadmap pour une gouvernance réussie. On se retrouve dans 15 jours, le 25 avril, avec un thème quelque part où il y a des liens, le bien-être en entreprise, chaque jour un peu plus. Et là, on va vous partager des modalités concrètes que des entreprises utilisent au quotidien pour favoriser et cultiver le bien-être au sein de leurs équipes, au sein des organisations. Le 6 juin, on se retrouve pour 6 étapes pour créer des expériences de formation engageantes avec le livre de Anne-Marie Cuillet avec ce titre, le titre du off, c'est le titre du livre. Avec un axe particulier sur le marketing de la formation, qui est vraiment un sujet que de plus en plus d'organisations et de départements formation au sein de grandes organisations rencontrent. Donc encore un off qui se promet d'être passionnant. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis en live et puis surtout en replay. Vous serez vous êtes chaque fois 5 à 10 fois plus nombreux à nous suivre après en replay. Donc n'hésitez pas à commenter, etc. Et puis à contacter Sabine si vous souhaitez en savoir plus. Merci beaucoup Yann d'avoir partagé, parce que c'est pas toujours évident, et la gouvernance c'est quelque chose de très organique et de très vivant et presque d'intime auprès d'une organisation et en tant que personne. Donc merci d'avoir partagé ça avec beaucoup d'authenticité, et merci Sabine pour ton professionnalisme et le côté inspirant que tu insuffles dans tes projets. Merci beaucoup Cédric pour la super animation dynamique. Merci à vous tous, à vous toutes. Bon vendredi après-midi et bon week-end déjà. Bye bye. Merci beaucoup pour Merci l'accueil et pour beaucoup. l'animation.